Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Salut Nico. Salut, salut. On va aujourd'hui parler de la fin de saison, comment on rebondit après une saison blanche, comment on rebondit après avoir fait une saison en dents de scie. Pour préparer la saison prochaine, c'est le bon moment, je pense. On est le 16 mai. Ouais, Au moment où on tourne cette vidéo, au moment où elle va sortir, le mercato en France ouvre le 1er juin et ferme le 15 ou 16 juillet, il me semble, pour les mutés période. Et pour les ouais. mutés hors période, ça va jusqu'au 31 janvier. Mais vous le savez, les équipes ont le droit en cumulé, pour pas dire de bêtises, à 7 mutés et muteurs période, dont 5 mutés période et 2 muteurs période. Je me trompe ou pas? Ça dépend. Après, moi, par exemple, dans les divisions départementales, c'est 4 mutés autorisés sur les feuilles de match. Et après, tu as le droit à plus selon des critères. Si tu as accompli des choses, les districts et les ligues te donnent un peu plus. Après, ça dépend. Voilà, c'était en ligue, en district, mais globalement, ouais, ça peut être même moins, tu vois, que 7. Mais après, tu peux en recruter autant que tu veux, hein, mais c'est juste que tu pourras pas les faire jouer en même temps. Exactement. Et il me semble, hein, je crois que c'est 7 avec période et hors période, même 100 sûr, je vais quand même, vérifier. En tout cas, moi, dans mes divisions quand je coach, c'est 4. 4 maximum mutés sur la feuille de match. Donc, c'est assez limité parce que quand tu dois renouveler un effectif, parce que tu as, je sais pas, des départs, des trucs, des machins, du coup, c'est pas évident, quoi. Tu as le droit qu'à 4 profils. Le reste, il faut faire avec les joueurs de l'année passée. Mais si les joueurs de l'année passée sont partis, du coup, voilà, faut voir. Mais toujours est-il que après, Ouais, pendant tu que tu raison, hein. vérifies. Là, il y a sur certaines fiches Après, je pense que ça dépend aussi du district. ouais, du district, hein. Chacun est riche ses règles parce que chacun a des problématiques. Tu vois, par exemple, dans des endroits où il n'y a pas une densité de joueurs de fou, ce qu'ils veulent éviter, c'est que les grosses équipes aspirent tous les joueurs de la région, accumulent un nombre de profils, tu vois. Donc, Mais ils mettent peu de mutés. Peut-être que dans des régions, genre Paris, Lyon, tout ça, où il y a un peu plus de densité, peut-être qu'ils autorisent un peu plus de mutés parce qu'ils se disent que forcément, tu trouveras chaussure à ton pied en tant que club, tu trouveras des joueurs. Donc, ça dépend. Je pense que ça alors peut à dépendre de la région. Paris, on est sur 4. Ah, même à Paris, tu vois. Donc à Paris, on est sur 4 joueurs et pour le reste, ils précisent pas. Ah, le nombre de mutés peut être amené à évoluer en fonction de certains paramètres. Par exemple, si le licencié quitte son club pour signer un contrat professionnel, son contrat aura le droit d'aligner un joueur muté supplémentaire dans l'équipe ou évoluer ce joueur. Ouais, en fait, c'est 4 fixes, mais tu peux avec, certaines, clauses comme dans tout dans la vie, hein. Ouais, ouais. Puis après, je pense que ça, il y a un moment donné où ça s'applique plus. Genre en N3, je suis pas sûr qu'il y ait toujours la règle des mutés. Enfin, il doit y avoir une règle, mais peut-être pas la règle telle qu'on C'est l'a vraiment décrit. chiant ça, hein. Vraiment embêtant. Ouais, Bref, ouais, c'est pénalisant. Quand t'es coach, en tout cas, c'est pénalisant. passons. Le, mmh Je te laisse commencer Nico aujourd'hui. Peut-être du point de vue mental, qu'est-ce que tu recommanderais à un joueur qui a fait une saison blanche? Et après moi je parlerai, un peu plus du côté, choix de club, comment, Ouais, ouais. voilà, comment trouver ça Bah, rapidement et faire une bonne chose? déjà, la saison blanche, faut définir qu'est-ce que c'est, enfin, pourquoi, tu vois? Est-ce que le mec, il a été blessé toute la saison? Est-ce que le mec, il a juste pas joué? En fait, si tu as été blessé toute la saison ou que tu pas joué, il y a forcément des causes mentales, tu vois? Et il y a des moments, ça me fait plaisir parce que, tu sais, j'ai des sportifs en entretien pour voir si on va collaborer ensemble. Puis il y en a qui sont quand même assez éveillés et qui me disent spontanément, genre, j'ai l'exemple d'un mec hier qui m'a dit, «Ouais, telle année, l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, j'ai eu une pubalgie et en fait, il fait le lien entre eux, mais en même temps, mentalement, je n'étais pas bien. Donc en fait, la pubalgie, elle avait un lien mental, tu vois. Et bon, oui, une pubalgie, c'est un truc bien physiologique, tu vois. C'est voilà. Mais je pense que c'est plus à prouver l'impact quand même du mental sur, bah voilà, ça favorise les blessures, etc. Alors qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est parce que tu prends des mauvaises postures, etc., etc. Donc voilà. Donc en gros, si tu sors d'une saison blanche, c'est probablement que tu t'es blessé à répétition, ou alors que bah, tu n'étais pas dans les choix du coach, que tu étais en dessous de ton potentiel, etc. Donc là, je pense qu'il est urgent d'un point de vue mental, de te poser la question, c'est quoi la source du problème? C'est quoi qui a fait que? Est-ce que j'étais dans les meilleures dispositions? Est-ce que j'étais suffisamment concentré? Est-ce que mon identité était au niveau? Est-ce que mon estime de moi était au niveau? Bref, est-ce que en fait mentalement j'avais la sensation de délivrer l'intégralité de mon potentiel? En général, si c'est le cas, on ne parle pas d'une saison blanche. Donc je pense qu'il faut vraiment entamer là maintenant au mois de mai, juin un travail pour
inverser l'aspect qui a posé problème et commencer à vraiment le travailler. Et la saison blanche, souvent, ce qu'elle laisse comme trace, c'est sur l'estime de soi. C'est qu'en fait, enfin, l'estime de soi, identité, ce pôle-là, dans lequel après, on finit par se voir comme un joueur. Voilà, moi, je suis pas fiable physiquement, ou alors moi, je suis pas fiable. Les coachs vont pas me faire confiance. Et après, on commence à diminuer un petit peu nos objectifs. On commence un petit peu à revoir notre potentiel à la baisse. Si dans ta tête, tu te voyais, si on prend les notes FIFA, tu te voyais comme un joueur à 85, peut-être qu'à la fin de cette saison, finalement, tu te vois comme un joueur à 82, 81, voire plus bas. Et ça, déjà, c'est le premier gros problème parce que si tu veux attaquer fort la prochaine saison, il faut pas tirer un trait, repartir d'une page blanche et être capable de rapidement mener l'analyse pour te générer la progression. Voilà. Mais souvent, la progression, quand on fait une saison blanche, d'un point de vue mental, c'est souvent un blocage qui s'est installé et qu'il faut rapidement travailler si tu veux. Voilà. Et moi, l'objectif que je donne à tous les sportifs à ce stade-là de l'année, c'est les gars, on prépare la saison maintenant. Il y a des gens qui me disent ouais, est-ce que ça serait pas mieux d'attendre pour travailler mentalement la reprise? Non, 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 c'est comme toi physiquement. Non, la saison, elle commence maintenant, la prochaine. Donc, si tu veux inverser l'épaule et aller chercher une saison beaucoup plus satisfaisante que cette année, c'est maintenant que ça commence. Et voilà, enfin, je sais pas, toi, t'en penses quoi de cet aspect saison blanche? La saison blanche, je connais à peu près toutes les caractéristiques. C'est pas souvent une blessure. Enfin, il y a les blessures bien évidemment, mais dans la grande majorité des cas, c'est des joueurs qui ont fait des mauvais choix de club et qui ont choisi le club selon le prestige. Tu sais, ils se sont dit: «Écoute, voilà, il y a un club qui est en N3, l'équipe 2 elle est en district. Je vais choisir ce club-là et je vais passer de district à la N3». C'est de la fiction, ça, c'est un miracle. Ça ne Le gap est trop grand, ça ne passera pas. Ces personnes-là, arrêtent, ils se disent: «Bon, beh, on sait comment ça se passe en district, hein, à partir d'octobre-novembre, quand il fait froid l'hiver, les joueurs viennent plus et la fin de saison, c'est une catastrophe». Donc les Surtout que le joueurs, coach beh, le coach de N3 porte pas un immense respect à son équipe district, je pense, tu vois? Déjà ah, de il base. apporte aucun respect. Tu ne peux pas faire redescendre un joueur de 23, c'est un manque de respect de faire redescendre un joueur de 23 en district et inversement, Ah, on peut pas faire monter un joueur de district en 23, l'écart est trop abyssal. j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu des joueurs de N3 qui jouaient en district. Ça m'est déjà arrivé d'affronter des mecs comme ça. Donc, tous Ouais, les beh, coachs ne sont pas respectueux. c'est voilà, ça donne des punitions ou sinon, ça émane de la volonté du joueur qui a vraiment besoin de temps de jeu. Après, jouer en district, c'est vraiment, être un sanglier dans la savane et se faire shooter par des chasseurs, quoi, tu vois? Et je te jure que le district, pour avoir vu des matchs, les mecs, ils jouent pas au même sport que nous. Ils Franchement, pour être bien les gars, jouez en R3. Faites tout pour éviter le district. C'est des bouchers les mecs. Passons. Hem, donc tu vois, pour moi déjà la saison blanche, c'est un mauvais choix de club, c'est un choix de prestige au lieu de privilégier le temps de jeu. Voilà, je suis un joueur de U17 par exemple, R2, R3, le coach a besoin d'un mec en U17 R1 mais en doublure d'un latéral et le mec, il va en mode: «OK, je viens ici en tant que remplaçant, mais c'est pas grave, je vais bosser pour être titulaire». Dans la vie, aujourd'hui, quand tu es jeune ou quand tu fais du foot, de toute façon, c'est obligé, tu es jeune quand tu fais du foot, sinon tu fais pas de foot. Tu dois privilégier le temps de jeu. C'est pour ça que moi, je recommande toujours à mes joueurs de trouver des clubs qui ont minimum 2 équipes. Tu vois, aujourd'hui, j'étais en live avec, un joueur, il m'a dit: «Antoine, voilà, j'ai appelé tous les coachs de N3. Ils m'ont tous dit l'effectif est complet», ce qui est un gros mensonge. Je lui ai dit: «D'accord, aujourd'hui, dans quelle dynamique es-tu?» «Oh, beh, sur mon CV, j'ai R1, j'ai R2». «Dans quelle dynamique es-tu cette saison?» Le coach s'en fout d'il y a 2 ans. Il veut savoir la dynamique du moment. «Ah, mais je suis en district 1». D'accord, donc tu as une dynamique aujourd'hui pour démarcher les clubs de district 1 ou de R3 si possible. Est-ce qu'il y a des clubs en question qui ont des équipes en N3 et des réserves en R2, R3 ou district? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je vais rentrer dans le club par la petite porte en district. Et si tu es vraiment bon comme tu le dis, tu vas très vite monter avec la R2 en l'entraînement, jouer avec la R2 et petit à petit, tu fais ton trou. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne peux pas choisir un club qui a qu'une seule équipe avec un prestige de division. Sinon, aujourd'hui, tu te fermes des portes et tu as plus de temps de jeu. C'est comme si Nico, tu devais choisir entre la Ferrari avec laquelle il manque une roue et tu dois construire la roue alors que tu es pas mécanicien, ou sinon tu choisis une voiture, par exemple, une Mégane qui peut t'emmener d'un point A à point B et après la Mégane, si elle fait le taf, beh, on peut la faire évoluer, je sais pas si tu es en mécano, mais tu peux faire un stage 1, stage 2 sur une voiture, la faire augmenter, en Mmh. puissance, revoir le châssis et monter petit à petit. Parce Surtout que que des équipes de district, enfin des équipes, genre qui ont qu'une seule équipe 1, souvent, cette équipe-là, elle est sacralisée. Ça veut dire qu'on ouais, va c'est pas que faire des anciens, ils vont on va faire pas jouer que faire des des anciens, essais. c'est On va pas faire des essais, on va mettre des joueurs parce que pour eux, c'est leur Champions League, cette équipe. Alors que quand c'est une exactement. équipe 2, une équipe 3, les clubs, ils ont une vision en mode, ils mettent moins la pression au coach, en mode, bah, c'est la 2, c'est la 3.
Donc ça veut pas Oui. dire on va faire n'importe quoi, mais on peut faire quelques essais, tu vois? C'est à ça que ça sert, c'est un laboratoire. Une équipe une, il y a qu'une seule équipe, c'est pas un laboratoire, hein, c'est on veut tu vois? C'est le fanion du club, donc à un moment donné, Parce que voilà le quoi. coach de N3, il trouve pas des joueurs, enfin, il trouve des joueurs en appelant ses collègues coachs. Tu sais, tous les coachs de N3 ou de R1, de chaque région ou chaque département, ils se connaissent et ils s'envoient des joueurs entre eux. «Ouais, lui, il veut partir, tu veux le placer, je te le place» et cetera. C'est du copinage. Donc ça se fait comme ça se fait en cercle fermé. C'est une sphère qui est en haut et ils parlent pas avec ceux qui sont en bas. Donc faut monter dans la sphère et pour monter dans la sphère, il faut jouer dans leur club parce que les coachs de N3 ont 2 options. Leur équipe réserve, c'est quoi? C'est l'antichambre, c'est les joueurs, indésirables de N3 qu'on envoie en équipe réserve ou sinon des jeunes qui viennent de U19 et l'arrière chambre qui prépare les joueurs à aller avec la N3. Maintenant quand vous appelez les coachs au téléphone, non les gars. Dites-leur plutôt: «Bonjour coach, voilà, vous avez une équipe 2, une équipe 3. Pourriez-vous me donner le numéro?» Moi, ce que je demande à chaque fois, c'est assurer l'essai en permanence, assurer l'entraînement. Demandez le coach de l'équipe la plus basse possible. Le Mmh. coach n'est pas bête. Toi, Nico, tu vois un U16 qui est vraiment au-dessus du lot et que tu es le coach de l'équipe 2, par exemple, c'est pas le cas, mais imaginons, à aucun moment tu vas dire: «OK, lui, je vais le garder pour la saison prochaine. Je vais l'envoyer dans le club, enfin, je vais l'envoyer dans l'équipe première, l'équipe du dessus, U17 NAS ou U17 Mmh. R1 et je vais pas le garder en U16». Mais le but du Ouais. jeu, c'est que le coach vous voit les gars. C'est ça qu'il faut faire et ne jamais appeler les coachs de N3, jamais. Qui es-tu? Des N3, il entend le mot district, bah, c'est mort. Non C'est et vu ça qu'ils ont fait les coups de dire que tu es à chier, enfin que tu es à chier pour leur niveau ou que tu as pas le niveau, ils vont pas te dire: «Bah, écoute, tu es en district, rappelle-moi quand tu es en R2 ou quand tu es en R1». mmh. Non, ils vont jamais dire ça, ils vont dire: «Oui, l'effectif est complet, ciao». C'est des mythos. Et ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que les gars, un coach, bon moi, au niveau U16, où je suis en D1 et cetera, ça se vérifie pas, mais dès que tu passes un certain palier, les coachs, ils ont une idée de la constitution de l'effectif qu'ils veulent. Et en fait, le problème, c'est que ça va être très difficile de leur faire admettre que toi, tu es peut-être recruté pour être un sparring partner à l'entraînement, être un, être un deuxième choix, un troisième choix. Parfois, les coachs, ils vont dire oui, oui, je compte sur toi, je compte sur toi. Alors qu'en fait, à la seconde où ils te disent ça, ils ont déjà en tête leur équipe et tu pas dedans. Et il y a un moment donné, en fait, où il faut. C'est un mix, en fait, entre quand je change de club, entre j'ai confiance en moi et je vais aller chercher quelque chose, et en même temps, je mets quand même du réalisme sur le truc. Enfin, si tu as l'occasion, je regarde qui est à mon poste, quelle va être ma concurrence. Et en fait, c'est là où il ne faut pas biaiser. Il ne faut pas voir les gens plus forts que Merci soi. Nico. Mais, Ils se mais surcotent. si un mec, il est au-dessus, pourquoi miser sur j'y vais et à un moment donné, je vais lui prendre sa place? Bah, peut-être pas, hein, parce que peut-être que le mec, Quel est il le va rester plan? au-dessus. Voilà, quel est le plan? Et à un moment donné où j'ai vu trop de joueurs, moi, dans ma vie, là, pour le coup, de footballeur, et cetera, et peut-être que moi aussi, des fois, j'ai fait ces erreurs-là, où je regardais mon concurrent en mode: «Ouais, vas-y, c'est vite fait». Alors qu'en fait, si tu regardais attentivement, non, c'est pas vite fait. Il est quand même au-dessus, il est quand même meilleur, et le gap qui nous sépare, est-ce que je vais le combler en quelques mois, là? Parce que tout se joue au départ, hein, avec des miettes, parce que je vais pas avoir le temps de jouer au départ, tu vois? C'est des trucs où parfois, effectivement, on a tendance à se surestimer, et encore une fois, c'est un problème d'estime de soi. Quand on se surestime, c'est qu'on essaye de combler un manque, un vide, on essaye de parler avec la bouche, mais pas avec les actes. Et en fait, il y a des moments où dans le foot, les choses, elles sont très mathématiques. C'est lui, il est plus fort que toi, bah, il va jouer. Et il y a des moments, c'est pas forcément le cas, mais il y a des moments aussi, c'est juste dans ta tête que le gars, ouais, non, il est moins fort, nanani, nanana. C'est dans ta tête, parce qu'en réalité, les faits montrent qu'il est plus chaud, tu vois. Et il faut être capable, en fait, c'est un équilibre entre j'ai confiance en moi, et en même temps, je suis quand même réaliste, je regarde, parce que sinon, très rapidement, comme tu as dit, je peux me retrouver dans un traquenard, un mauvais choix de club, et honnêtement, tu le sens dès le mois d'octobre que putain, ça y est, je vais pas jouer. Enfin, ça va être compliqué, parce que le gars, il est au-dessus, s'il se blesse pas concrètement, donc j'attends mon tour. Et c'est un mix, en fait, c'est un mix, il faut vraiment être fort mentalement pour faire des choix et en même temps réaliste. Et si vous jugez que la concurrence, elle est réaliste, c'est-à-dire je peux aller challenger le gars, etc., là, il faut y aller. Et c'est là où il ne faut pas avoir peur. Mais si le gars, c'est le capitaine de l'équipe, tout ça, tu sais déjà que tu pars avec un sacré handicap si tu as un projet sur un an dans ce club-là. C'est que le gars, c'est le capitaine, il n'y a peut-être pas, tu vois, et c'est-à-dire qu'il a déjà une ultra confiance du coach et qu'il va falloir qu'il se passe des choses avant de jouer. Donc, voilà, c'est un mix. Le choix du club, c'est un moment touchy, compliqué. Et souvent, les joueurs, ils arrivent un peu en surconfiance à ce moment-là. Je parle vraiment des joueurs districts, régionaux, etc. Parce qu'après, en National 3, bah, effectivement, il y a des réseaux un petit peu différents, et ça travaille quand même un peu différemment. Ouais, quand on a un joueur de R1, R3, on cherche même plus, dans notre championnat, on affronte tellement de bons clubs, on demande à nos potes, nos coéquipiers, on se transfère entre les clubs et cetera et c'est pour ça que
bien se connaître et non se surcoter, c'est la chose la plus pas la plus simple, mais la plus importante à faire et les joueurs voient toujours, c'est l'effet Dunning-Kruger, je me vois toujours plus fort que je suis et la vallée, c'est quoi? La vallée, c'est de octobre à mars, avril, mai. La vallée, c'est Ouais, quand la quand personne, tombe, tombe, tombe et en fait, ouais, quand on tu regarde dans vois le que les choix, miroir. ils tournent jamais en ta faveur et qu'en fait, tu as mal évalué la situation à la base. Mais tu sais quoi? Je te jure que la plupart des joueurs, généralement, on dit: «Ouais, mais c'est la faute du coach, ouais, mais il est claqué. Ouais, mais on m'a pas donné ma chance» et cetera. Mais pourquoi on t'a pas donné ta chance? Parce qu'à un certain Mmh. moment, mets-toi à la place du coach. À quel moment un coach ne va pas te donner sa chance? Un mec qui voit l'entraînement super fort, qui travaille tout le temps, à un moment donné, il va le faire rentrer. C'est sûr à 100. C'est sûr. Et si tu as pas donné la chance, c'est que lui n'a pas su percevoir tes qualités ou ce que tu pouvais apporter à l'équipe. Tu sais, quand j'étais petit, j'avais un de mes meilleurs potes, qui jouait en N3, à Vilna, à Bordeaux. Il y avait un latéral qui était pas super bon, mais il avait 33 ans et ce mec-là, il donnait une certitude. Tu sais, c'est le Mmh. joueur qui a le niveau du 5e du championnat au 14e, enfin au dernier. Mais dès qu'on affronte un top 5, il est largué. Mais sauf que le club ne jouait pas la montée. Ce club-là jouait le milieu de tableau. Donc aujourd'hui, je fais confiance à qui? Je fais confiance à un joueur, à un jeune qui peut me proposer un truc de fou comme un truc, pas fou du tout, en Ouais, manque de joueur pile ou stéréotypes. face. Ouais, joueur pile ou face. Ou soit l'ancien qui me propose, alors oui, bien évidemment, le jeune est meilleur que l'ancien, il a une meilleure VMA, il va être meilleur, il va proposer des étincelles. Mais un coach ne cherche pas des étincelles, un coach cherche de la stabilité. C'est un peu comme, si on peut faire je fais souvent ça, la comparaison avec une femme. Tu préfères une femme un peu moins belle, mais qui va t'apporter une sérénité toute ta vie ou une femme magnifique, refaite de A à Z, qui elle, derrière, aura une instabilité émotionnelle qui va être un peu plus narcissique, où il y aura des possibilités de tromperie, d'infidélité et de divorce au bout du terme et la nana va te laisser avec 2 gosses sous les bras. Tu vois un peu le truc? C'est qu'on sait pas. Alors Ouais. qu'avec une femme un peu moins belle, on le sait. C'est d'ailleurs, si on se pose réellement la question, quand on regarde bien, quand on zoome bien, les couples qui restent le plus longtemps ensemble ou les personnes qui choisissent leur femme ou leur mari, enfin les maris c'est différent, mais quand on choisit sa femme, on choisit toujours la plus belle, la plus magnifique, on choisit une femme qui a plus que ça, qui a plus qu'à il y a qui a, derrière sa beauté, elle a quelque chose de plus à offrir. Ouais, ouais et puis moi, tu vois, je dirais pour les femmes, par exemple, si on fait le parallèle, c'est qu'en fait, il faut choisir une femme du même niveau que nous. Sinon, après, ça pose un Fiable. problème. Si elle est en dessous, par exemple, imagine qu'on puisse juger, la valeur, d'un être humain, voilà, comme dans FIFA, tu vois? Genre, si on reste sur un truc. Si la femme, elle est au-dessus, tu vas toujours te demander: «Mais qu'est-ce qu'elle fait avec moi?» Mais est-ce que Qu'est-ce c'est que tu ça? appelles au-dessus? Bah, genre physiquement, intellectuellement, et Physiquement, cetera, tu alors vois? physiquement, ça s'annule si tu es riche, donc Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire? Si la femme, en gros, si la note globale de l'homme et de la femme, si on fait un package, sont pas égales, à un moment donné, ça va être plus de déséquilibre. Donc tu vois, en gros, si la femme, elle est, vraiment au-dessus de l'homme, le mec, il va toujours se demander: «Ouais, mais pourquoi elle est avec moi?» et cetera. Si elle est en dessous, bah, c'est pareil, c'est une relation de déséquilibre, peut-être quelque chose, à combler, la femme qui voilà, peut-être, l'homme pardon recherche en confiance en lui, qui préfère effectivement avoir quelqu'un de stable, et cetera, mais qui se «sous-évalue» entre guillemets et en fait, là, c'est là où je veux en venir, c'est le parallèle avec le club. Si tu mets une note à toi-même et que tu vas si tu es à 81 et que tu vas dans un club niveau 90, ne crois pas que 9 points d'écart, ça se comble comme ça. Tu vois ce que je mais veux dire? surtout que, imagine, dans le monde parfait, le joueur qui est en district qui appelle un club de N3, le club de N3 accepte. Franchement, pour l'expérience sociale, un coach un jour devrait accepter. Mais il accepte pas vu qu'il a déjà fait dans sa vie et qu'il connaît les résultats. OK, on accepte. Tu es joueur de D1, tu vas en N3, tu vas tellement voir que tu es pas au niveau, que tu es largué. Bon, de 1, tu vas griller ta chance avec la N3. Enfin, le club en question, ils vont pas te garder. Mais deuxièmement, je pense que ça peut être bénéfique pour la plupart pour se dire: «OK, faut que j'arrête de croire que je suis un joueur qu'à ce niveau-là, je ne suis pas au niveau». Mais le pire, j'en suis sûr, le pire Nico, qu'est-ce qui va se passer? Le coach va lui dire: «Il est claqué», mais le joueur va dire: «Eh vas-y le coach, ici, c'est pas, moi j'ai réussi à mettre un petit pont, en vrai je suis pas si loin, c'est vite fait la N3». Je te jure qu'il va parler comme ça et qu'il va penser comme ça. Mais si Ouais. c'est vite fait, pourquoi tu y es pas? Bah, regarde en Coupe de France, il suffit qu'un petit numéro 10 là, qui joue, dans un club, national 3, national 2, qui joue contre une Ligue 1, qui mette un crochet à un joueur, tu sais, pour que les gens se posent la question, bah, en fait, peut-être il a le niveau. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu as mis un crochet. Tu vois ce que je veux dire? Le joueur, il est là, il est pas infaillible en Ligue 1. C'est juste que lui, il est hyper fiable, mais pas ça veut pas dire infaillible. C'est-à-dire qu'il y a des moments, bah, oui, il va se faire dribbler et que même un joueur de R1, il peut venir, en Ligue 1, il va mettre un crochet à un gars, il va mettre un voilà, si tu es technique, tu vas l'éliminer le gars. Maintenant la question c'est
Est-ce que tu es technique tout le temps? Est-ce que tu fais les bons choix? Est-ce que tu vois, c'est la quantité de bons choix que tu fais en pourcentage? Ah bah là, c'est nettement en dessous, très, très, Ouais, très, très nettement en dessous qu'un joueur de Ligue 1, tu vois? mardi, on regardait avec Marc les stats sur WhoScored des joueurs des équipes. Par exemple, la meilleure équipe aujourd'hui, toutes stats confondues, offensives, défensives, collectives, c'est Leverkusen. Ils sont devant OK. City et cetera et les mecs, ils sont, du point de vue technique avec ballon, à 87 87,8 de réussite de passe. C'est effrayant. Vous vous rendez compte? Ils réussissent quasiment 9 passes sur 10. Mais Ça veut on dire parle que pas de toi, passes seulement on parle pas seulement des passes courtes, hein, ça joue au ballon, hein. ça Sous veut dire que pression, toi, tu arrives, tu imagines, tu arrives dans cette équipe-là, tu es un 7 sur 10 au niveau de la passe. tu es mort. Bah, tu fais tâche, tu vois? Oui, Pourtant, tu te dis: «Bah, c'est pas grave». Bah ouais, mais non, tu fais tâche. Je te jure sauf qu'à que l'entraînement, les gens, ils te regardent bizarre. Tu fais 2 passes de raté de plus qu'eux. Au bout d'un moment, ils se disent: «Wesh, mais lui, il est pas ouais, fiable». mais avant la passe, Nico, il y a le déplacement, il y a la Ouais, il prise y a plein de d'info, il y a choses, le il y a plein de contrôle. choses. Mais en fait, c'est ça et ça va tellement vite à ce moment-là que regarde, par exemple, un mec de district va dire: «Ouais, je suis un 8 sur 10 en district». OK. Tu vas arriver à un 3, tout va aller plus vite et tu vas pas comprendre que quand tu vas contrôler le ballon, il y aura déjà un mec sur toi et vu que tu as pas vu avant, tu vas vouloir regarder le ballon, mais tu vas perdre le ballon. Mais je voulais Ouais. revenir sur un point, Nico, c'est la dynamique. Le CV ne veut rien dire, c'est la dynamique qui compte. Je Mmh. m'explique. Si on prend un Neymar, cette année, c'est pas le Neymar qu'on a connu. Mais si on regarde son CV, on le recrute au Barça. 31 ans ou 32 ans, le mec il est pas cramé, il est pas super vieux, on peut le prendre et cetera. Sauf que Neymar en dynamique, c'est surpoids, c'est saison, de merde, Bah, il alors est que si blessé, il est Neymar encore blessé, je crois, Neymar, en plus. ouais, bon, c'est pas étonnant, comme toute sa carrière quasiment. Mais si on l'avait pris il y a 2-3 ans au PSG, vraie dynamique. Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Mais même après, même pour toi, je veux dire, si tu arrives et que tu sors d'une grosse saison avec des grosses certitudes, j'ai plié, je sais pas, le championnat R3, voilà, tu sais très bien que le niveau R2, il est hyper, hyper ouvert pour toi, hyper accessible, voire même R1, ça dépend à Même quel la point R1. tu es. Voilà, mais par contre, effectivement, si tu arrives et que tu juges juste la situation par rapport à ton CV, du style: «J'étais un R3, mais en fait, ce que je dis pas, c'est que j'étais remplaçant et que j'ai joué que Exactement. un tiers des matchs, et cetera, sur des bouts de match, ah bah, c'est déjà pas pareil, c'est que tu as pas du tout retourné la R3. C'est-à-dire que ton niveau, déjà, c'est de t'imposer un R3. Donc cherche une R3 qui va te permettre de t'imposer à ce niveau-là, sans que ce soit une équipe du bas de tableau relégable, voilà, parce que là, c'est voilà, une équipe de milieu de tableau qui te permet de t'imposer, voilà, où la concurrence est saine. Voilà, si tu maintenant tu cherches une R3 qui va jouer la montée, ah bah, tu sais déjà que tu vas peut-être avoir moins de 30% de temps de jeu. Donc, bah, c'est plus compliqué. Donc, ouais, la dynamique, je suis totalement d'accord. Et la dynamique, après, elle, en soi, c'est rien, mais c'est qu'elle se traduit après en termes de confiance en nous. Elle se traduit après en termes d'estime de moi. Actuellement, je me sens être un super joueur. Et cette dynamique-là, bah, c'est le meilleur booster de confiance. C'est t'arrives, j'ai mis, je sais pas, 15 buts la saison dernière, bah, je suis quand même bien, tu vois. Avant que je tombe en manque de confiance, il va se passer quelques temps, donc je vais avoir les cartouches pour rebondir. Voilà. Ouais, carrément. Dynamique et après on cherche le temps de jeu, on s'en fout du prestige, nous ce qu'on veut c'est le temps de jeu. Heu et de toute façon à un certain moment tu devras prendre le risque, mais il faut être en dynamique. Quand tu es en dynamique, tu vois un mec comme Matuidi chaque année il prenait le risque parce qu'il était en dynamique. Quand tu Ouais, es en dynamique ou tu es en R2, tu as fait une grosse saison et qu'on te dit: «Voilà on recrute pour la R1» mais on te recrute pas en tant que projet 1, on te recrute en tant que remplaçant, tu es en dynamique. C'est probable, tu es en dynamique, tu viens, le coach, tu lui fais: «Écoutez coach, vous m'avez recruté en tant que remplaçant latéral, mais moi je suis un joueur qui est polyvalent». OK, on ouvre des options. Tu seras le premier couteau suisse à qui il pensera pour, faire évoluer l'équipe. Voilà. Après l'entraînement, tu te laisses aucun choix, tu travailles très dur, à côté tu as quelque chose pour t'accompagner mentalement, physiquement, techniquement, tu bosses vraiment fort. Et dans aucun monde, tu ne joueras pas titulaire et en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans le club de R1 que tu vas cibler, tu t'en fous parce qu'il y a la R2 ou la R3 en réserve. Donc tu vois, mmh, tu as toujours un parachute. Tu as toujours un gilet de sauvetage quand tu choisis un club, il y a toujours une équipe 2 pour avoir du temps de jeu. Pas grave. c'est ça. Et après, le mieux avec la dynamique, c'est de la maintenir. Si on parle vraiment de la transition fin de saison, début de saison, c'est de la maintenir et de la ramener très rapidement dans la prépa. Ça veut dire, en gros, la dynamique que j'ai, si la prépa, elle arrive, ça coince, tu arrives, tu pas prêt mentalement, physiquement, tu sens que tu es un peu en dessous, et cetera, et que tu arrives pas directement pas à performer, ah, bah là, tu vois, tu es en train directement de te Je mettre un suis, petit peu dans la sauce. contre les repos totaux, contre un repos total.
de plus de 10 jours. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, on déconnecte 7 jours, une semaine. Une semaine. Tu vois, les joueurs pros, ils ont 30 jours de vacances, plus ou moins. Ils Mmh. déconnectent une semaine, voire 2 max, et ensuite ils se préparent 1 à 2 semaines. Parce qu'en fait, ce qui est traître avec le football, c'est que si tu fais un repos total de 1 mois, tu ne peux pas Tu être prêt as tout avec une perdu. prépa de 2 semaines plus 1 mois en club. Ça va être très dur. Ouais, tu as tout perdu, même en je crois que c'est bah, c'est toi qui vas me dire, mais c'est 2 semaines, tu as déjà tout perdu, quoi. Alors, là, par exemple, si on parle de qualité de force, il faut savoir une chose, c'est en quasiment 2 à 3 semaines, tu as perdu, plus de 50 de ta force. C'est effrayant, hein. L'endurance, c'est pas forcément que le cardio, il y a la répétition d'efforts musculaires, et ça pour le retrouver, beh, ça met du temps. C'est-à-dire que Bah, tu sais un cycle de force ou un cycle d'endurance, c'est 4 semaines. tu sais, c'est les marathoniens, genre parce que là, en ce moment, bah, je prépare le marathon et je regarde du coup des vidéos de marathoniens qui disent en gros: «Moi, à la fin de mon marathon, quand je» c'est-à-dire que tu as fait toute ta prépa, tu as enchaîné des X bornes par semaine. Fin du marathon, bah, tu te fais une petite pause, quand même pour, reposer le corps et après quand ils repartent, c'est genre sur des footings de 20 minutes, tu vois? Ça veut dire qu'en fait, ils repartent pas en mode: «Bon, j'ai couru le marathon il y a 2 semaines, vas-y, on y va sur, 50 bornes dans la semaine». Non, C'est, ça repart sur des petits footings, des trucs. En fait, ils repartent à la base. Ils repartent à 0, quoi. Alors c'est pour qu'il y ça a 2 que semaines, ils couraient 42 bornes. ça me fait penser à une anecdote, ça, mais, anecdote, c'est un pote à moi, sa nana, elle a trompé avec un militaire, elle s'est barrée avec un militaire. Donc il s'est senti blessé dans sa masculinité, et le mec, pour, se prouver à lui-même qu'il était plus fort qu'un militaire, il a couru, 5 semi-marathons en 5 jours. Bref, c'était l'anecdote. 5 semi-marathons en 5 jours. Ouais, le Ah mec ouais. trop fort. Il a mis en story, j'ai fait: «Ah tes conneries», il me fait: «Ah il a vraiment fait et tout». Et le mec, il a tellement été blessé que c'est pour ça que les ruptures, soit elles créent des monstres positifs, des mecs qui se surpassent pour devenir meilleurs, ou soit, elles créent du fragile qui dit que les femmes sont toutes les mêmes et qui galèrent toute leur vie, bref. Ouais, parce que les actions, elles sont faites en réaction. Oui, Ah, en fait, c'est pas une impulsion de toi, c'est une réaction à. Donc, bah, en fait, toutes ces actions-là, elles sont et c'est pareil et pour les là, choix de club, hein. Ah, je vais lui ça a montrer à ce créé un coach-là et voilà et Et là, tu vois, ça a créé un mec qui court tous les jours, qui va à la salle, enfin qui allait déjà à la salle, mais et tu vois, il a passé un cap. Il a pris la pilule rouge, il a compris qu'aujourd'hui, bah, il y avait meilleur que soi, en permanence, et qu'il fallait toujours se challenger, qu'il fallait arrêter de croire que quand on est une femme, on reste dans une zone de confort. Tu sais, «Oui, c'est bon, je l'ai, elle m'est dédiée toute ma vie, je peux rien faire, elle va toujours rester là», tu vois? Non, il y a un travail à faire. Bref, fermons la parenthèse, Nico. Pour revenir par rapport au marathon et par rapport je suis pour un repos total d'une semaine, ou sinon, tu vois, un mec comme Ronaldo, il prend jamais de repos total parce que je pense qu'il a une peur profonde de chuter, et il sait très bien qu'une dynamique, quand elle se perd, elle est très dure à reprendre. Quand une personne s'arrête pendant 2 semaines de faire du sport et qu'on reprend le haut niveau, la personne se dit: «Waouh, c'est dur, comment j'ai fait pour être aussi intense pendant cette saison?» Garde toujours 2 à 3 séances semaine, du footing, une petite séance de renfo. On évite les sockers parce que c'est là où tu peux te blesser bêtement. Surtout pendant l'été, les mecs, ils donnent leur life, quand ils font des fives, tu sais, au à l'urban soccer, c'est des fous les bah, ouais, mecs. parce qu'ils sont en manque de foot. Donc tu fais quoi? 2 sorties par semaine en footing et une séance de muscu, basta. Et là, tu gardes un rythme, alors oui, on va être en régression, mais on maintient le corps en habitude, et tu restes dans la programmation du: «Je m'entraîne toujours». Mmh mh. Ça n'existe Moi, pas après des Après, au niveau mental, moi, ce que je recommanderais serait plus justement de donner, tu peux garder physiquement un peu de connexion, mais moi, ce que je recommanderais, c'est vraiment de recharger l'énergie mentale, de déconnecter un peu justement pour arriver avec un niveau d'énergie mentale, on va dire, un stock pour la saison qui soit voilà et ce qui est bien, c'est de renouveler sa motivation comme ça. J'ai un peu déconnecté. Putain, maintenant le foot, ça me manque. Ah, je suis déter, je commence si tu coupes pas, en fait, bah, tu arrives et tu es déjà un peu à sec, tu vois? Bah, on le voit avec les joueurs qui font l'Euro, la coupe du monde et genre Mbappé à un moment donné, enfin voilà, tu sentais que ça avait trop vite enchaîné. Puis après derrière, tu sens quand même que tu as une petite grinta en moins, quoi. Et bah, la c'est grinta, pour c'est ça l'énergie que mentale. un vrai sportif de haut niveau, pour lui, les vacances de 7 jours, d'une semaine, c'est pas des vacances, comme, on peut avoir certaines personnes, ou même pendant les vacances, ils travaillent, ou même pendant les vacances, ils font des choses chiantes à faire. Un sportif de niveau, c'est le mot vacances, c'est repos total. C'est je ne fais rien. Je suis Mmh. sur mon yacht, je me lève à l'heure que je veux, je ne fais rien. Voilà, Rien, c'est ça, il recharge en fait, il recharge l'énergie, il donne rien. de la force à son identité de autre chose que le sportif, parce qu'il est le sportif toute l'année et Même à un moment humain. donné, il faut
Voilà. Humainement, il veut pas de photographe, il veut rien. Le mec, il s'isole. Pourquoi ils prennent des yachts? Parce que le yacht, c'est un isolement littéral. Enfin, c'est littéralement un isolement. Pourquoi ils prennent des villas, dans des pays que personne ne connaît, par exemple? Ou ce que font généralement les footballeurs, surtout les footballeurs espagnols, ils vont souvent dans les îles Baléares ou à Ibiza et ils prennent leur yacht et ils vont dans des criques qui sont inaccessibles aux piétons, enfin aux par voie terrestre, parce que les mecs, ils ne veulent personne. Je sais que pour mon mariage, j'ai un traiteur là, gastronomique et ce mec-là, il explique que toutes les personnes sportives de haut niveau ou personnes riches, ils privatisent des villas et en fait, ils se créent leur propre, écosystème où ils prennent le cuisinier, ils prennent, leur personne de qui leur, pas leurs serviteurs, leurs prestataires avec eux et ils ramènent tous leurs amis et ils restent entre eux. Ils en fait, ils choisissent les personnes qui vont connecter avec eux parce qu'ils savent Mmh. que s'ils connectent avec une femme de ménage ou s'ils connectent avec un enculé dans l'hôtel qui dit: «Ah salut, on peut faire une photo?» Toute la saison, il a fait ça, il veut pas le faire. Il veut pas le faire. Le mec, il veut parce qu'ils mentent les joueurs. Ils vous détestent quand ils vous demandent des photos. Je te jure Nico, la plupart des joueurs au fond, ils vont dire une photo, 2 photos, mais après ils détestent les gens et ils se disent: «Je vais faire la photo parce que si je la fais pas, on va dire que je suis un mec, qui oublie d'où il vient, je suis trop bien payé donc je dois faire des photos jeunes et cetera». Il y a des moments où ils veulent pas, ils sont humains. Ils Est-ce ne que tu as vu veulent le pas est-ce que tu as vu le reportage sur Squeezie, sur Netflix, je crois, ou je sais plus, mais bref, lui, tu vois, c'est un mec, je suis sûr que tu t'assois à sa table, aujourd'hui, tu toutes les caméras, c'est un autre homme et Ah tous ouais, tous non, ces gens-là mais sont dans le politiquement correct, mais au fond, ils savent que s'ils disent une chose ah ou bah, ça s'ils va être font monté, un acte, mais quand tu ils vois sont le plus reportage sur Squeezie, c'est que toi, quand tu viens demander une photo, tu as l'impression que tu es un mec genre: «Allez, petite photo», c'est entre guillemets «unique», entre guillemets, toi, tu vois ton petit monde à toi. Mais lui, c'est franchement, quand tu vois le reportage, c'est effarant. C'est genre la 400e personne de la journée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, toi, tu as l'impression que c'est rien, c'est une seconde. Oui, mais lui, cette seconde-là, elle s'est multipliée par 400 et boum, et boum. Et à chaque fois, tu es obligé d'avoir le sourire, le truc, le smile. Et les gars, bah, c'est les mecs, les footballeurs, ouais, c'est clairement ça. Après, si tu es footballeur au stade brestois, tu as peut-être un peu moins de sollicitations bien que. sûr. Voilà. Mais quand même footballeur au stade brestois, tu dois prendre quelques D'ailleurs, photos, tu dois. Voilà, il fascinant se passe des Nico. choses. Il y a des vidéos sur internet, ouais, Ronaldo, c'est un bon, il a donné son maillot à un joueur, ouais, Messi, il est pas gentil parce qu'il a pas donné son maillot ou inversement. Ouais, lui, il est pas gentil parce qu'il a donné son maillot, l'autre. Mais les gars, je vous pose une question. Quand vous avez fait un match où vous avez été claqué, vous avez qu'une seule envie, c'est de faire l'autruche et rentrer vite chez vous. Vrai ou faux? Vrai. Vous avez même pas envie de serrer la main des autres adversaires. Alors comment vous pourrez avoir envie de donner un maillot si vous avez les boules graves parce que vous vous êtes fait voler? Et puis tous ces Si, le trucs-là, contexte, c'est calculé, ces trucs-là. bien sûr. C'est pas, «Oh là là, il m'a tapé dans l'œil ce mec, il m'a touché». Non, des mecs comme ça, genre même quand bien même c'est un handicapé, là, tu sais, des fois on voit des belles histoires comme ça, mais des handicapés, il en croise, tu sais, on lui présente, il va dans les hôpitaux, des trucs caritatifs, il en croise, tu vois ce que je veux dire? C'est juste à un moment donné, c'est calculé, il se dit: «Voilà, écoute, il faut que je donne un maillot, il faut qu'on me voit donner le maillot», parce que c'est pareil, plein de moments où, c'est bon la caméra elle filme, vas-y tiens. C'est qu'à un moment Bien donné, les sûr. mecs, faut se rendre compte qu'ils ont des sponsors et que les sponsors, ils valorisent la bonne image, et cetera. Que dès que tu commences à avoir des casseroles bizarres de ouais, t'as dérapé, t'as dit un truc mauvais, t'as fait un truc mauvais, les sponsors, ils se retirent de ton écosystème, donc du coup, tu gagnes des millions d'euros en moins. Tu sais que Voilà, les gars, tout est calculé. Enfin, faut démystifier les trucs, c'est sûr. pour rester sur le sujet, toutes les personnes politiquement correctes ou les personnes bien pensantes que tu vois à la télé ou que tu vois, sur YouTube, sache que c'est des personnes, Nico, qui sont très extrêmes et qui ont des opinions politiques impolitiquement correctes. C'est vraiment très poussé ces personnes-là, elles ont des idées bien tranchées, mais elles le diront jamais à la télé parce que c'est pas correct et ces gens-là, moi je Ouais. préfère par exemple, moi je préfère des gens qui me disent les termes dans les yeux. Écoute, moi je déteste le blanc, je suis pour X, Y, Z ou inversement, ouais, moi j'aime pas cette personne et cetera. OK, les choses sont dites, je sais qui j'ai en face de moi et après je décide si oui ou non on continue à parler ensemble. Qu'avoir une Mmh. personne en face de moi qui est grise. Tu es dans le gris, tu es dans le flou. Ouais, 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 non, je Comme vois ce que tu dirait, veux dire. Après, oh ça ça serait c'est une compliqué punchline, d'aller devant ça une c'est une caméra et de punchline. dire ça. Excuse-moi Nico de te couper, c'est une punchline. Je fais honneur à un de mes meilleurs potes, Charles. Tu es dans le flou comme un blanc tressé. Tu as la ref ou pas? C'est Vald. Ah. C'est-à-dire que pour lui, un blanc qui fait des tresses comme Sean Paul, c'est un blanc dans le flou, tu vois? Elle est pas mal celle-là. Tu es dans le flou comme un blanc mais bref. Mais oui, moi je préfère les mecs qui me disent les termes. OK frérot, tu penses Non, ainsi, c'est nickel, merci, félicitations. Mais les gens qui sont flous comme ça, ils sont chelous Nico. Ils mentent. ouais, parce qu'après, il y a une image Tu es obligé. sociale, sociétale. Tu es obligé de. Tu peux pas dire ce que tu penses. Tu peux pas. Voilà, c'est Bien qu'à un sûr. moment donné.
ça reste compliqué. Enfin, tu peux pas dire ce que tu penses. Tu peux le faire, mais ça c'est à tes risques et périls si tu es footballeur, quoi. C'est surtout ça. Et puis ça dépend de ce que tu penses. Si ce que tu penses, c'est ce que pense, la majorité des gens, bon, bah, tu peux dire ce que tu penses. Après, si Justement, tu vas à l'inverse, ah là, c'est plus compliqué effectivement. Tu vaut justement, la mieux majorité vaut des gens, mieux ça éviter. n'existe pas. Ouais, 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 c'est vrai. Bah, après, il s'est ouais, bon après là, on divague, mais c'est vrai qu'il s'est créé une pensée unique, qui est dictée un peu par, les réseaux C'est sociaux, pour tout ça que ça, tout ça. Zidane, il parle jamais. Je te jure que si Zidane avait l'opportunité d'exprimer ses avis politiques, il ne serait pas le Zizou qu'on voit à l'heure actuelle. Zizou, en vrai, il y a très peu de gens qui le détestent. C'est un mec, il est clean, il parle pas, il fait pas de vagues, il avance, tu vois? C'est ça le secret. Le secret, hein, moi je l'avais répété, la phrase magique, c'est, «Je ne m'y connais pas assez messieurs sur ce sujet, pour vous donner un retour». Ou sinon autre chose: «Est-ce que vous condamnez ce qui se passe dans tel et tel pays?» Écoutez, les seules personnes qui condamnent, ce sont les tribunaux. Moi, je ne suis qu'un être humain. Boum! Hop là! Tu sais, c'est des phrases pour s'en sortir dans toutes les situations. Ouais, Mmh. bon, si on me pose une question un jour en live ou si on me met dans un bourbier où je dois prendre position pour quelque chose, écoutez messieurs, t'inquiète pas, j'ai déjà préparé mes phrases en amont, on va pas m'enfermer dans une boîte. Parce que les questions, elles sont orientées et c'est des réponses fermées, oui, non, elles te mettent dans la merde. Ouais et puis de toute façon, je vais pas te dire, si tu prends le temps de regarder les commentaires sur n'importe quelle opinion, tu vas quand même, voir que tu as jamais l'occasion de faire l'unanimité. C'est impossible. Si tu te prononces pas, on va dire: «Ah bah voilà, il se mouille pas». Si tu te prononces A, on va dire: «Ah bah voilà, il pense A, quel con». Si tu prononces B, «Ah bah voilà, il pense B, quel con». Tu as toujours effectivement, là, ça va être compliqué, de faire l'unanimité et voilà, hein. Regarde, même nous sur des vidéos où on talk un peu de foot, on donne des quelques conseils et cetera. On donne des opinions qui sont quand même pas, des trucs de vie ou de mort, hein, tu vois? La plupart du temps, c'est des trucs, voilà. Et Ouais, ben mais c'est malgré bien. tout, tu vas sous les vidéos, bah, voilà, il y a de temps en temps, il y a des mecs qui viennent, qui te sanctionnent, ci, ça, qui pardonnent pas que tu aies fait une erreur sur telle statistique que tu as donnée, sur machin. Donc, tu pas le droit à l'erreur, tu pas le donc ouais, je pense qu'à un moment donné, ça devient compliqué de se mouiller, quand tu es vraiment très, très, très connu. Nous, c'est pas notre cas, mais quand tu es vraiment très, très, très connu, ah Beh, c'est, de toute façon, tu ne peux pas être très, très, très connu. Tu vois, Thibaut InShape, il arrive à avancer avec des opinions, tu vois? Thibaut InShape, par exemple, je pense qu'il doit être classifié de raciste par pas mal de personnes parce qu'il donne des opinions qui sont factuelles. Ils sont, tu vois? Il donne des opinions, le mec, c'est normal ce qu'il dit. Il dit, «Je suis fier d'être français, j'aimerais bien avoir le drapeau français». Des gens disent: «Ouais, mais le drapeau français, ceux qui font ça avec le drapeau français, ce sont des gens d'ultra droite, de ra» tu vois? ouais, après On c'est souffle, effectivement, ouais, c'est les raccourcis, c'est des on raccourcis. souffle et lui, tu vois, un jour, il va se faire sauter parce que enfin, il va se faire sauter, il va sauter, ses comptes où je pense qu'il va avoir une grave histoire, même s'il contrôle toute sa communication et c'est archi, et vu qu'il fait tout en famille, normalement, il y aura pas de traître. J'espère pour lui. Mais tu vois, même des Squeezie, tu sais que Squeezie, si tu quand tu remontes, moi j'ai déjà vu des threads Twitter, Squeezie, il dit des dingueries homophobes, racistes, discriminatoires de malade, mais avant ça passait vu qu'on comprenait cet humour-là. Il y avait tu sais, on pouvait dire des dingueries. Maintenant, tu peux plus rien dire. Ah bah, j'ai pas vu le truc de Squeezie, mais après, ouais, bah, de toute façon, c'est sûr que si tu déterres des trucs d'il y a 10 15 ans, Ah, tu peux trouver des dossiers sur tout le monde si tu déterres. tu vas être choqué de voir en fait, comment effectivement l'humour a évolué sur plein de choses en fait. C'est compliqué quoi. C'est compliqué effectivement. Pour revenir sur les commentaires, je regardais, j'aime beaucoup ce one man show, ce sketch de 2022 ou 2021 de, Fabrice Eboué et il expliquait que les réseaux sociaux c'était le dédé du village qui rencontrait un autre dédé du village, qui rencontrait un autre dédé du village. À la base, normalement, Dédé, dans un bar, c'est un mec qui dit des dingueries, mais on est tous autour de lui, on lui dit: «Dédé, tu con Dédé». Par exemple, Dédé, il va te dire: «Oui, la terre est plate». «Ah, tu con Dédé». Sauf qu'avec les réseaux, ce Dédé-là, il est rentré en contact avec un autre Dédé et il y en a eu 1000 qui se sont dit: «La terre est plate», ça a créé les platistes et maintenant c'est rentré dans le débat public que la terre est potentiellement plate. Mmh. Donc aujourd'hui, quand tu as des Dédés de partout, par exemple, j'ai vu des mecs qui ont dit, sur Twitter, «Oui, le Vinicius de cette année, c'est un meilleur dribbleur que Messi». Tu vois? C'est des fous les mecs. C'est fou, c'est fada. Ah et en fait le problème qui Mais se pose c'est avec bien, ça, moi tu j'aime vois? bien ça. Parce que le Sur le truc débat, de tu sais, ouais, c'est il y a comme, le débat, il y a le filtre naturel après qui replace les gens à leur mais c'est bien que tout le monde ait accès à ça.
C'est comme quand en fait, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça va se perdre. Messi, ça va être, un gars, lambda, à un moment donné, dans l'esprit des gens, enfin, tu sais, entre guillemets. Là, nous, on n'y est pas encore, mais dans 20 ans, Messi, ça va être il va y avoir un mec, du niveau de je sais pas, Griezmann et on va dire: «Ouais, mais il est plus fort que Messi» et cetera. Tu vois, je vois, par exemple, un jour, j'avais eu un débat où un mec, à qui je parlais, il me croyait pas quand je disais que R9, le Ronaldo brésilien, le phénoménal, il était plus technique que CR7. Je lui ai dit: «Mais gros, Mais va attends, voir des attends, mais tous mais les va voir des jours, vidéos» et le mec ne me croyait pas. «Ah, c'est pas possible, c'est R7». tous les Parce jours. que lui, dans son monde, c'est R7. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, comme tu commences à plus avoir les références, bah, du coup, d'un jour, tu as des mecs qui vont te sortir que le Griezmann de 2040 est plus technique que Messi. Parce que lui, c'est ce qu'il connaît. Il se dit: «Ah, lui, gars, il est archi technique. Si ça se trouve, sur ce moment-là, la scène européenne, ce sera le plus technique du monde». Mais il va se dire, il va forcément extrapoler. Ouais, ouais, Messi, c'était vite fait. Tu sais, il va regarder quelques vidéos. Ouais. Mais les gars, il y a des mecs Après, où c'est je peux vous dire, la culture de l'instant, Nico, c'est normal. ouais, ça, c'est la culture de l'instant, mais je peux vous dire qu'il y a des mecs, genre dans le passé qui étaient très, 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 très chauds. Tu les mets maintenant, mais ils saccagent le football mondial. Tu vois? Oui. Genre, bah, R9, bah, Moi, Zidane, j'aurais aimé voir un Bergkamp sous ouais, Guardiola. Bergkamp, c'était une Énervé, hein. dinguerie. Ah, il y avait des mecs, ouais, des touchés de balles de folie. Voilà, c'est juste ils avaient pas la structure collective, comme maintenant. Mais tu les mets dans le football de maintenant, les mecs avec la formation, même Platini, tu sais? Quand tu regardes, tu as l'impression que c'est vite fait, mais il a une vista de fou, il a un toucher de balle de fou. Voilà, bref, tu le mets maintenant avec la formation de maintenant, tu lui donnes un peu plus de carrure et cetera. Bah, le mec, t'inquiète pas, il va être au niveau, hein. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Maradona, j'en parle même pas. Voilà, c'est des gars où effectivement, Ouais, Maradona, c'était une dinguerie. donc ouais, il y a des cultures de l'instant, et cetera. Bon, après, on a bien C'est dévié bien dévié du sujet là. c'est pas grave, ça fait partie du charme du podcast. Maradona, les gens ils disent: «Oui, mais les défenseurs de notre époque sont meilleurs». Oui, mais frérot, Maradona, c'était un cocaïnomane qui faisait que fumer et boire. Lui aussi, il aurait été meilleur physiquement. Et oui, Logique. on l'aurait préparé tactiquement, on lui Oui, aurait dit: oui, oui. «Mets-toi dans cette zone». Tu vois, Guardiola leur aurait dit: «Mets-toi dans cette zone, tu toucheras des ballons, face au jeu comme ci, comme ça». Ça va valoriser tes qualités. Tu sais, à un moment donné où vas-y, un mec comme ça, il l'a en fait, c'est ce qu'il faut regarder, c'est les qualités intrinsèques du gars. Après, effectivement, avant, on avait d'autres politiques de formation, et moins de connaissances. Donc bah, voilà, oui, les gars sont un peu moins formés, mais tu vois, si tu prends même Thierry Henry, ça date pas. Tu prends Thierry Henry, tu le mets maintenant qui débute, avec les mêmes qualités qu'il avait, mais là, je te jure qu'il fait une carrière, il va beaucoup plus loin dans sa carrière. Eto'o, pareil. C'est des gars où, là, maintenant, avec les collectifs qui sont rodés, quoique Eto'o, il a quand même connu l'apogée du Barça. Ça va, il a Ouais, mangé, beh, il a bien mangé. justement, Thierry Henry, il a connu l'apogée, les Invincibles, il a connu l'apogée du Arsenal et l'apogée du Barça, donc ça va être compliqué aussi, Nico, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le, le, En le, le équipe def, football, oui, en équipe def, je signe tous les le, jours le football, il a quoique encore non, évolué, hein, par en rapport à équipe ce de France, moment-là. il a connu l'apogée 98-2006 quand même. Ouais, mais le football, il a quand même évolué encore, je pense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, Tactiquement, on les équipes ira sont un peu chercher mieux du rodées. détail, hein. On n'ira pas Ouais, c'est chercher c'est du une détail, grosse mais je suis sûr, je différence. suis sûr qu'il peut aller chercher encore plus si tu le mets dans une équipe encore mieux rodée, et cetera, et cetera. Voilà, c'est des gars où, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le talent intrinsèque qu'il faut regarder du gars. Mmh. Ronaldo, brésilien, tu le mets maintenant, en dehors des blessures, c'est un gars, tu pèterais un câble sur le prix qu'il vaudrait sur le marché des transferts maintenant. Si Ouais, tu ouais, sors un gars comme lui, ça, tu te dirais, mais c'est quelle dinguerie. Mec, il est là, il fait des virgules, des trucs, des machins, et en même temps, c'est un tueur devant les buts. En fait, Ronaldo brésilien, en plus, il c'était est puissant, c'est un tank, c'était un Benzema encore plus technique, encore plus inspiré. Tu vois ce que je veux dire? Après, Benzema, il a fait une carrière, peut-être poussée plus loin que Ronaldo, ça c'est clair. Mais par contre, c'est encore plus au niveau qualité intrinsèque, c'était un délire. et en fait, il se faisait pas gagner Ronaldo. Il passait, il poussait le ballon entre 2 joueurs, il déménageait. C'était à la fois un tank, un technicien, une finition énorme devant le but Ah, et un il était tueur. hyper altruiste avec le ballon, Ah non, mais et Benzema a toujours dit haut et fort, R9, il est ouais, au-dessus. mais Tu il vois, manquait l'impact physique derrière 9. Après, c'était un football différent. C'était un 9 et mais, demi mais Benzema, tu vois? Benzema, il a pour lui, je vais pas comparer ces deux très, 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 très bons joueurs. Mais Benzema, il a pour lui une régularité de fou, sans les Ouais, blessures, sans, tu vois, il a une carrière exactement complète. Donc, bah, il et a il fait a une meilleure 4 carrière au final. LTC que n'a jamais eu Ah R9 ouais, et non, R9 mais a gagné, c'est du très, très haut niveau. Tu vois, en gros, là, dans FIFA, si tu les compares, si t'en as un qui a 91, l'autre qui a 90, tu vois, à toi de choisir lequel. Mais en vrai, c'est pas, c'est des mecs qui sont très, très proches. Mais voilà, c'est pour dire, gros, dans le passé, tu avais des mecs, des phénos, les gars, il faut respecter, hein, des moments, les mecs du passé. Si on te dit oui, un tel, il était très chaud, ceux qui l'ont connu, crois-nous devoir sur de parole. mémoire, ne pas Le mec, oublier. le mec était Aujourd'hui chaud. Le avec mec était YouTube, on peut chaud. tout voir, donc bah, on est carré Nico, on est carré. Merci à la team de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous avez le lien de l'académie en description, le lien de l'Instagram de Nico
et pour sans Yes. contact, on va potentiellement travailler avec lui au niveau de la prépa mentale. Et Nico, on se retrouve nous, jeudi prochain et passez un bon week-end les gars. Ciao. Ciao la team.